Bonjour. Je vais essayer de répondre à la demande précise de Laurent. Je ne vais pas commencer par la révolution informationnelle, qui est la cause, et je vais commencer par ce qui est le plus visible, c'est-à-dire les mouvements sociaux. Un mouvement, ça se voit. Et ça se voit aussi, on le fait beaucoup aujourd'hui, en comparant d'autres mouvements historiquement plus précoces. Par exemple, la notion de nouveaux mouvements sociaux, je ne sais pas si vous vous êtes renseigné sur cette notion. Maintenant, avec Internet, on a tout de suite une réponse. Je ne sais pas quelle est cette réponse d'Internet, mais je peux vous donner tout de même une origine. Je faisais moi-même partie du laboratoire d'Alain Touraine, et c'est en 68, Touraine s'est présenté comme le prophète de mai 68, c'est en 68 qu'il a créé cette notion de nouveaux mouvements sociaux. Qu'est-ce que ça voulait dire, nouveaux mouvements sociaux? Ça voulait dire que, selon sa théorie, ce qui relevait de l'industrie, ce qui relevait des rapports de classe dans l'usine, n'allait plus donner des transformations majeures de la société que tu as appelée post-capitaliste, en tout cas, disons, la société nouvelle en train de se construire. L'idée de Touraine, c'était que l'acteur principal, la classe ouvrière, qui est une construction politique, était la composante majeure du mouvement de contestation de la société capitaliste, avec deux grandes dates, le Front populaire et mai 68. Je dois dire tout de même une chose, déjà, qui nuance mes propos, c'est que mai 68 français est très différent des mai 68 européens et américains. Aux États-Unis, dans les universités de Berkeley, etc., en Allemagne, également chez les étudiants tchèques, polonais, etc., c'est les étudiants et une partie de ce qu'on appelle, entre guillemets, ce n'est pas une véritable définition catégorielle de classe, les nouvelles couches moyennes salariées qui contestaient la société française ou la société capitaliste. Mais ils la contestaient essentiellement sur le plan culturel, ce qui a permis à Touraine, il l'a cru en tout cas, de dire la nouvelle révolution que nous vivons actuellement n'a rien à voir avec le Front populaire et avec ce qui a été vécu dans le mouvement ouvrier en 1945, la résistance, etc. Maintenant, pour lui, il y avait 4 nouveaux mouvements sociaux, tous culturels, le mouvement étudiant, le mouvement des femmes, le mouvement écologique, évidemment, et le mouvement régionaliste. Alors, d'une certaine manière, c'était une anticipation sur ce qui allait se cristalliser aujourd'hui. Et donc, on peut dire que là, Touraine semble être le prophète qui a anticipé quelque chose qui allait réellement se passer. Mais, en même temps, dans le débat récent qu'on a eu en février 2015, dans le colloque organisé par la Fondation Gabriel Péri, il a reconnu qu'il s'était trompé, que ces mouvements écologistes, ces mouvements féministes, pour lui, n'avaient pas donné de nouveaux mouvements sociaux. Parce qu'il gardait dans l'idée que le nouveau mouvement social allait remplacer l'acteur central ouvrier par un nouvel acteur central qui serait, alors là on va revenir,
ce qu'il serait, et qui contesterait les technocrates des technostructures. Il y avait donc un déplacement de l'industriel vers le culturel pour Touraine, et c'est ce culturel qui allait nourrir en quelque sorte la transformation de la société capitaliste. Que remarque-t-on dans les années 90-2000 ? On remarque que ces mouvements de jeunes, d'étudiants, je pense aussi bien aux révolutions arabes qu'aux révolutions sur les places, les fameuses grandes places urbaines, en Espagne, au Portugal et dans d'autres pays, en Grèce. Ces mouvements sont à la fois culturels et matérialistes. Et ça, j'ai été très content dans le colloque qu'un jeune sociologue belge qui travaille chez Touraine a insisté sur la nouveauté de ces mouvements sociaux par rapport à ceux que Touraine a définis, analysés et prophétisés, en quelque sorte, si je puis dire. Donc le culturel et le matériel se mélangent de manière complexe. Parce qu'on ne peut pas dire non plus que les indignés ne s'intéressent qu'à l'augmentation de leur salaire ou à surtout la fin de la précarisation de leur statut. Il y a aussi indigné, dans le mot indigné, il y a non, c'est pas le concept, il y a le souhait d'un droit à la justice, qu'on voit maintenant avec les inégalités scolaires et qu'on peut voir également de la même manière avec l'inégalité devant l'impôt. Donc, on a quelque chose d'hybride qui n'est ni ce que Touraine avait cru, ni ce que j'avais cru. Parce que, compte tenu de la spécificité de la France, pour certains d'entre vous qui ont à peu près mon âge, ont participé à l'énorme mouvement qui terminait, qui clôturait mai 68, c'est-à-dire l'énorme manifestation, grève et manifestation de la CGT contre le pouvoir gaulliste. Et on pouvait croire que maintenant le mouvement ouvrier allait de nouveau donner le là. Ce n'est pas ce qui s'est produit. Car autant dans les années 68-70, la syndicalisation est encore très forte, le poids du Parti communiste jusqu'en 78 semble une constante, et finalement, ce qui travaille la société n'est pas visible. Ce qui travaille la société, c'est effectivement un décalage d'une révolution technologique et sociale à une révolution technologique et sociale autre. La différence, c'est, au niveau anthropologique, le passage de la main outillée à la machine-outil. C'est la révolution industrielle que Paul Boccara avait bien définie déjà dans un article des années 60. Et d'autres, je ne reviendrai pas là-dessus parce que sinon ça sera trop loin de ce qu'on veut faire aujourd'hui. Par contre, cette nouvelle révolution qui se dessine, c'est la révolution, vous pensez que c'est immédiatement la révolution de l'ordinateur. Moi, je dis que ce n'est pas l'ordinateur qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est l'information, le traitement de l'information. Et tout ce que je vais essayer de faire va être autour de la définition de ce traitement de l'information. Il y a deux traitements possibles de l'information. On peut traiter l'information comme s'il s'agissait d'une révolution industrielle. C'est-à-dire, on remplace le travail vivant, moi, OS, ou moi, professeur, ou moi, artisan, etc., par
du travail mort. Le travail mort, c'est une machine. Et on entre dans l'ère de la machine, du mécanisme. Quel est l'objectif de ce type de technologie? C'est de remplacer l'homme par la machine. C'est pour ça, et là j'ai eu dans la période des années 80-90, quand j'étais en sociologie du travail, j'ai eu énormément de déboires avec mes collègues qui pensaient, eux, que l'automation, c'était la véritable révolution par rapport à la révolution industrielle, et pour eux, tout était dans l'automatisme. C'est ainsi que Touraine, par exemple, parle des machines transfert, les premières machines transfert achetées par la France pour les usines Renault, qui sont installées à la Libération, de quelques années après, en France. De ces machines transfert, il dit, voilà, c'est l'automation. Pour ma part, je pense que tant qu'on est du côté de l'automatisme, de l'automate, on ne sort pas de la révolution industrielle. L'automation, c'est plutôt une forme exacerbée de développement de l'industrie. Par contre, avec la révolution informationnelle, l'information peut être deux choses. Ou bien l'homme est chassé en quelque sorte du circuit, du cycle informatique, et dans ce cas-là, comme disent les Anglais, c'est to automate, ou bien to informate, l'homme reste au centre du cycle informatique, mais la machine n'est plus la machine. La machine devient un partenaire. C'est là qu'on comprend certaines études récentes sur les robots intelligents, sur l'intelligence artificielle. Il peut y avoir une coopération entre l'homme et la machine, l'homme restant maître, malgré tout, de l'objectif qu'on donne à la machine. Mais avec un dialogue, une interaction entre l'homme et la machine informatique de plus en plus sophistiquée. C'est quelque chose que j'avais étudié avec un ami syndicaliste à propos de la grève des contrôleurs aériens sous Reagan. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette grève. Il y avait en tout 11 000 ou 12 000 contrôleurs aériens aux USA. Reagan n'a pas fait l'ombre d'une difficulté, il en a licencié 10 000. Et il a accordé à l'entreprise Lockheed, qui a un énorme trust mondial qui est installé aux États-Unis, dont le cerveau est installé aux États-Unis, il a donné un contrat de milliards de dollars à Lockheed pour fabriquer une automatisation totale. Qu'est-ce que ça veut dire, une automatisation totale ou intégrale? Alors, c'est d'abord un mythe, mais c'est également une motivation. C'est un mythe parce que, à mon avis, ou bien on a simplement des machines qui se contrôlent elles-mêmes, mais ça, c'est des choses qui relèvent encore de la révolution industrielle pour moi, ou bien on a des activités beaucoup plus proches de l'intelligence qui peuvent être, comment dirais-je, j'allais dire machinalisées, non, qui peuvent être objectivées sans remettre en cause le dialogue entre l'homme et la machine. Et nous vivons ces choses-là. En France, l'originalité, c'est que il y a eu une difficile interaction entre les contrôleurs aériens français d'Altis Mons et
les techniciens et les ingénieurs de Thomson, qui maintenant s'appelle Thales, pour construire un logiciel, plus exactement un atelier qui conserverait la maîtrise par les contrôleurs aériens de la boucle informatique. Il serait dans la boucle, alors qu'il n'en était absolument pas question pour le système américain. Le système américain, il fallait qu'il soit dehors de la boucle. Dans la boucle, ça s'est appelé d'ailleurs un très beau nom. Là, je n'ai pas sous les yeux, je l'ai oublié. Qu'est-ce que ça veut dire dans les initiales? Ça s'appelle FIDIAS. Le logiciel FIDIAS est un logiciel très original qui a été conçu à la fois par les ingénieurs, les techniciens de Thomson, mais également de la direction générale aérienne, DGAC, et d'autre part, donc, les syndicalistes, les ouvriers et les techniciens. Il y avait un phénomène très intéressant pour le sociologue et qui semble, en tout cas on n'est pas sûr, mais qui semble pas avoir été répété ailleurs, c'est la culture très spéciale des ingénieurs du contrôle aérien et de Thomson à l'époque. Il n'y avait pas ce taylorisme si fort, si méprisant à l'égard de la classe ouvrière qui caractérise en général ce groupe d'ingénieurs. Par exemple, les gens qu'on a vus nous ont dit que ce que nous disons pour le contrôle aérien n'est pas vrai pour l'avionique, ceux qui fabriquent les avions. Il n'y a pas la même mentalité. Là, il y avait une culture qui se traduisait concrètement par le fait que les ingénieurs descendaient dans la salle du contrôle et on discutait, on mettait au point des innovations, etc. Donc il y avait déjà toute une préparation dans la chair, en quelque sorte, pour faire une innovation technologique tout de même peu commune. Le résultat, alors là, je ne vais pas vous faire je ne me souviens plus comment ça s'appelle, une belle histoire. En anglais, il y a une expression pour dire une belle histoire. Storytelling. Voilà. Donc, c'est pas storytelling. Pourquoi? Parce que les Américains n'ont pas cédé. Et j'ai réussi à capter, grâce à Internet, un certain nombre de journaux spécialisés au niveau mondial dans le contrôle aérien et l'avionique. Or, j'ai remarqué avec mes collègues qu'en 2015 et en 2016, il y a eu un arrêt général de tous les aéroports américains, toujours pour la même raison, parce que le logiciel n'arrivait pas à se débrouiller face à un phénomène qui lui-même poussait en quelque sorte la contradiction, c'est l'augmentation énorme du nombre de passagers aériens. Donc, ça continue. Et d'autre part, Eurocontrol au niveau européen est extrêmement travaillé par des gens qui veulent continuer à faire de l'automatisme. Donc, c'est quelque chose qui est, je dirais, plus qu'une idéologie délibérée, quelque chose qui aurait été, disons, l'objet d'un complot ou d'une stratégie des classes dirigeantes, à savoir se débarrasser de la culture de la classe ouvrière en mettant tout dans l'ordinateur.
C'est des choses que, comme sociologue, j'ai vécues dans un certain nombre d'entreprises. Et le résultat est à chaque fois le même, c'est-à-dire c'est un résultat décevant, mais on continue. Tant est fort l'idée que la rationalité, il ne peut y en avoir qu'une, et cette rationalité, c'est de remplacer le travail vivant par du travail mort. C'est très important, à mon avis, cette conclusion pour moi est très importante, dans la mesure où elle nous permet de regarder avec un certain relativisme la tendance actuelle à sortir des chiffres absolument catastrophiques sur la chute de l'emploi à cause des nouvelles technologies de l'information. On peut déjà remarquer une chose, c'est que ce n'est pas nouveau. En France, il y a eu déjà une offensive à l'époque de Giscard d'Estaing. En 1978, c'est le rapport Nora-Mink sur l'informatisation de la société. Et il y avait déjà ce qui revient maintenant dans la bouche des gens, hein, des dirigeants qui sont interviewés, l'usine sans ouvriers, l'hôpital sans soignants, etc. Autrement dit, tous les grands secteurs qui développent justement les services publics, qui développent l'intelligence ouvrière, qui développent le rapport entre intelligence concrète et intelligence abstraite, etc. Tout ça est balayé au profit d'un credo extrêmement dur à déraciner. Il n'y a qu'une solution, c'est automatiser. Et on ne peut pas faire autrement, sinon on serait contre le progrès, pour le retour au rouet, pour le retour à l'outil du Néandertal, etc., etc., etc. Voilà pourquoi il n'y a pas de belle histoire. En même temps, Phidias a été un peu mis de côté, et la génération ouvrière et la génération des techniciens qui ont remplacé celle que nous avions étudiée il y a 30 ans n'est pas la même, n'a pas la même culture et est travaillée par le même, comment on pourrait dire, je ne vais pas dire un cancer, mais enfin par la même idéologie sournoise en quelque sorte, qui s'efforce de tout ramener à cette loi unique, travail mort remplace travail vivant. Et c'est comme ça qu'on fait de la productivité, etc., etc. Alors, là, est-ce que je développe maintenant des choses sur comment on peut faire? Parce que ça, ce n'est malheureusement qu'une préface. Il y a maintenant un contenu central par rapport à ta demande, c'est de voir quels sont les rapports de classe dans ces nouveaux mouvements sociaux. Alors, je peux déjà en dire quelques mots. Ces rapports de classe sont marqués, là aussi, par une idéologie qui cache les rapports de classe. Cette idéologie, c'est celle de la précarisation. La précarisation est vécue et représentée comme un mécanisme naturel qui ne cessera de se développer. Touraine disait à sa manière, on remplace la contradiction, l'opposition entre la classe ouvrière et le capital par l'opposition entre les in et les out. Ceux qui sont dans le système, qui ont un statut, etc., et ceux qui sont en dehors du système. Donc c'est un obstacle. En même temps, le fait que des revendications matérielles soient mises en avant permet des rapprochements, comme on l'a vu par exemple dans les dernières manifestations, où il y a eu à la fois un mouvement de grève typiquement ouvrière, dans les chantiers navals, à la SNCF,
et dans d'autres secteurs, mais en même temps ne s'est pas produit ce qui s'était produit en mai 68, c'est-à-dire une forme d'imbrication. Mais une imbrication qui n'a rien à voir avec l'imbrication actuelle. Car cette imbrication a été fondée sur une profonde méfiance du côté de la classe ouvrière organisée à l'égard de ces jeunes étudiants. Ça c'est très important. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la représentation de ces nouveaux mouvements sociaux comme uniquement un mouvement de place a fait que le rapport avec l'espace industriel, l'espace des usines a été complètement écarté. Alors que quand on regarde de près ces mouvements, par exemple le mouvement égyptien en liaison avec les luttes qu'il y a dans le textile, donc c'est très important. En Tunisie, vous avez tout ce qui se passe autour de Sfax et en général autour des syndicats ouvriers, donc où il y a bien des problèmes, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Et j'ai ainsi été amené à privilégier une expérience qui ne ressemblait pas au comment dirais-je, au mouvement des places comme en Turquie, en Ukraine et dans d'autres pays, pas en France. Alors écoute, moi j'ai éventuellement une première question pour lancer le débat. Tu parles beaucoup, donc tu montres bien les convergences possibles dans ton livre entre les mouvements des places avec ces jeunes diplômés, pour la plupart précaires, et de l'autre côté, le salariat traditionnel, et tu prends des exemples dans le domaine de l'industrie ou dans le domaine des contrôleurs aériens. Tu montres bien les convergences entre ces deux pôles par rapport à une révolution informationnelle qui serait orientée non plus vers le remplacement du travail vivant par la machine, mais vers un autre type de rapport homme-machine, une véritable interaction. Mais quelle est la place dans ta représentation pour les jeunes non diplômés qui subissent aussi la précarité avec le numérique? Je pense notamment aux chauffeurs Uber. Beaucoup ne sont pas des étudiants, enfin d'anciens étudiants. Il y a aussi toute cette partie-là de la population. Et c'est intéressant dans la mesure où certains ont commencé à se mobiliser pour obtenir les mêmes droits que les salariés. Donc est-ce qu'il n'y a pas là aussi quelque chose à réfléchir en termes de convergence entre tout ce que tu pointes dans ton ouvrage et ces mouvements-là, quoi. En gros, pour aller vite, est-ce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sortir du salariat à l'aune du numérique? Alors, les milieux patronaux en parlent toujours dans leur logique de précarisation, flexibilité à outrance, mais également certains discours pseudo-progressistes, les capitalistes cognitifs que tu évoques aussi, se réjouissent à demi-mot en disant que le salariat, après tout, est aussi un rapport de subordination et que si on peut en sortir par le biais du numérique, après tout, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour peu qu'on mette en place des filets de sécurité, le revenu d'existence dissocié du travail, etc. Mais est-ce qu'en gros, aujourd'hui, la lutte progressiste, dans le cadre de la révolution informationnelle, est-ce que c'est pas de créer des convergences entre les travailleurs de l'économie collaborative, entre guillemets, qui, comme les chauffeurs Uber, commencent à revendiquer des droits égaux à ceux des salariés, et le salariat traditionnel? Est-ce que l'axe de la lutte n'est pas finalement dans cette convergence? Je dirais oui, à condition que le mouvement ouvrier traditionnel consente à se transformer, c'est-à-dire à accepter une démocratie la plus directe possible, en même temps que le contrôle par la base des mandats des délégués. Donc,
c'est pas une condition que j'invente, mais c'est ce qui explique le paradoxe. C'est qu'on pourrait dire, bon, après tout, ces couches sociales se précarisent, ça ressemble à de la prolétarisation. Ils revendiquent un statut, etc. Donc, autant revenir aux conventions collectives et les conventions par branche, aux différents accords qui ont marqué les avancées du mouvement ouvrier dans la période, disons, Front populaire, jusqu'aux années 45-50. Moi, ce qui me frappe, c'est que 30 ans plus tard, j'ai l'impression que les choses ont du mal à bouger. Alors, en même temps, c'est pas si simple, parce qu'il y a, par exemple, dans la CGT, des éléments qui montrent qu'il y a, une... comment dirais-je, une appropriation spécifique de ce qui a été mis en avant par la culture numérique. Et cette appropriation, elle est fondée justement sur le refus de l'autorité venue d'en haut et de la délégation. Donc ça, c'était déjà en débat dans la CGT au moment des grandes grèves de 95, mais ça reste un poids, disons, qui freine l'alliance. Et pour moi, cette alliance, c'est pas la fusion. C'est pour ça que je suis contre la notion de multitude. La multitude, c'était déjà avec Tony Negri, la classe operaie, la classe ouvrière, sans qualité, sans qualification, sans plus, sans moins, tout était égal. Au contraire, ça, j'appellerais ça, c'est une fusion. L'alliance, au contraire, ça suppose que chacun garde sa trajectoire avec ses différences, mais en même temps, on construit un objectif commun. Donc c'est ce que certains écologistes aujourd'hui disent sur la lutte des communs. Et dans mon livre, j'examine à la fois les avantages et en même temps les dangers de s'obnubiler dans un commun qui serait également une forme de dénégation des différents intérêts qui relient les ouvriers, les employés et ces fameuses couches qui sont les couches de l'encadrement et de l'organisation du système capitaliste. Car le mot informationnel a aussi l'avantage de nous sortir de cette vision un peu édénique d'une sorte de communisme informationnel qui viendrait tout seul. Ça, j'y crois absolument pas. Il y a nécessité de regarder dans le détail les approches des uns et des autres. Et sur ce plan-là, il y a beaucoup à faire. Parce que j'avais remarqué, par exemple, que dans le mouvement pour les logiciels libres, on avait certains qui se réclamaient du libertarianisme, d'autres qui se réclamaient du communisme. Et on ne peut pas dire... Alors, à la fois, donc, il y avait des différences, et pourtant, ils arrivaient ensemble à se battre pour les logiciels libres, pour l'histoire de la propriété des droits d'auteur, etc. Donc, il y a là un rapport très compliqué, parce que ça traverse maintenant les différents partis politiques en France, d'ailleurs. Parce que
Quel est le rapport? Mettons les pieds dans le plat. Le parti de gauche, il met l'accent sur les manifestations urbaines. Et il y a, alors peut-être que je me trompe, vous allez trouver des contre-exemples, et il y a d'une certaine manière un refus de prendre en compte les rapports de production dans l'entreprise et les mouvements issus de l'usine et de tout ce qui est la production matérielle. Donc on joue beaucoup sur l'idée de production immatérielle, de production virtuelle, etc. Et au bout d'un certain temps, on se demande comment une crise comme celle de 2008 et 2010 a bien pu arriver, avec un retour aux sources, lorsque la distance entre le monde de la production matérielle et le monde de la production intellectuelle, lorsque la distance était trop grande et lorsque la spéculation a amené finalement les milieux financiers à tourner sur eux-mêmes. Donc c'est compliqué. L'alliance, et pour moi, je la mettrais en face du mouvement que j'ai étudié, c'est Cochabamba en Bolivie. Il y a eu ce qu'ils appellent une coordonnaria, une coordination qui a permis, face à une droite ultra-réactionnaire qui voulait privatiser la gestion de l'eau, une droite américaine en plus, le mouvement, le nouveau mouvement social en Colombie a permis de relier les cultures paysannes qui remontent aux civilisations Inca ou Aymaras, etc. Les cadres et les employés des villes qui ne voulaient pas payer d'énormes droits de connexion. Et ce mouvement a, d'une certaine manière, permis un changement politique. Mais pour moi, ce qui m'a paru le plus intéressant, encore une fois, ce n'est pas la belle histoire, mais c'est le fait que les militants de ce mouvement ont su montrer les limites de leur propre mouvement. Les limites de leur propre mouvement, c'est quand il s'agit de gouverner ensemble, là, les ingénieurs et les techniciens de l'usine de gestion de l'eau n'ont pas voulu travailler dans les groupes de travail avec les villageois et les paysans qui se relayaient à un savoir ancestral, mais qui avait son utilité. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant et en même temps qui montre un phénomène mondial qui est le rapport entre les ouvriers, les employés d'un côté, et de l'autre, le corps intermédiaire, alors qui s'est appelé tantôt classe moyenne, tantôt couche moyenne, tantôt cadre, de gens qui ne sont ni du côté de la classe ouvrière, ni du côté des dirigeants, mais en même temps qui se rattachent à la classe dirigeante dans la mesure où ils ont l'impression d'une certaine autonomie conservée grâce à une délégation de pouvoir. Alors, on peut montrer en même temps que la réalité ouvre les yeux, mais pas tant que ça, parce que il y a des deux côtés des résistances à s'ouvrir à l'autre.
Il y a l'ouvriérisme d'un côté, et de l'autre côté, il y a le taylorisme, l'intellectualisme, etc. Voilà, je crois déjà